Une production des studios Bass. Hors série. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce spécial Silence on roule où on analyse les statistiques. C'est maintenant rendu une bonne et une saine habitude où à tous les trimestres, on fait l'analyse des statistiques d'immatriculation des véhicules électriques au Québec pour se donner une idée la plus juste possible de l'état du portrait et de la situation. Et pour ce faire, on a avec nous des experts, mais là, attention messieurs, vous avez maintenant votre intro. Mesdames et messieurs, voici nos statisticiens et analystes de données, Fred Saint-Laurent et Jean-François Morissette. Hein? C'est pas de la camelote, c'est pas de la camelote, hein? C'est une promotion, ça, là? Wow. C'est une promotion, mais faites-vous-en pas, on a pris ça sur votre paye pour payer ce jingle-là. La moitié de la paye? La moitié de la paye y a passé, fait qu'il va vous en rester juste la moitié de ce que vous aviez avant. J'espère que ça va être correct quand même. On est bon en chiffre 0 fois 0 ou divisé par 0, ça marche pas. Mais ça ne devrait pas avoir un gros impact sur votre capacité à payer votre hypothèque à la fin de la semaine ou du mois, je l'espère. Ben, messieurs, merci d'être là. On vous a présenté donc Frédéric Saint-Laurent, Jean-François Morissette. Et là, on va regarder les chiffres du troisième trimestre, en fait, de 2022. Donc, les chiffres en date de fin septembre. C'est bien ça? exactement. Et allons-y tout de suite dans le vif du sujet. Quelle est la tendance générale? Est-ce qu'on a vendu des autos dans le dernier 3 mois? Et la réponse est oui, mais on a déjà vu mieux. Oui, hein, je pense pas que la tendance est à la hausse actuellement. Si on se fie à la disponibilité, en tout cas, ça ne doit pas être le meilleur 3 mois de l'histoire. Alors, on est rendu à combien? Donc, le chiffre qui comprend tout, l'ensemble de tous les chiffres, c'est 160 127 véhicules électriques ou hybrides rechargeables immatriculés au Québec. On parle d'une progression de 10 398 par rapport à nos derniers chiffres de juin. Mais, il y a toujours un mais, la progression n'est peut-être pas tout à fait aussi haute parce qu'on a rajouté une nouvelle catégorie, en fait quelques nouvelles catégories de véhicules qu'on n'avait pas avant, soit des véhicules tout-terrain / hors route, des véhicules outils, par exemple des balayeuses de rue électriques, des excaveuses électriques, et ainsi de suite. Donc, il y a tout plein de petits véhicules. Gros et petits véhicules, mais ils sont pas beaucoup en termes de nombre. Mais petits en nombre, c'est ça. On parle finalement, on estime qu'il y a 400 quelques nouveaux véhicules qui se sont rajoutés, 463 qui se sont rajoutés qui n'étaient pas là avant. Donc, en réalité, on peut dire que la progression est de 9935. Est-ce que je me trompe, Jean-François, je vais te poser la question. Ces véhicules-là ne sont pas tous arrivés dans le dernier trimestre. C'est quoi? C'est que la SAC a décidé maintenant de les inclure dans leurs statistiques. Pourquoi on ne les avait pas, puis on les a maintenant dans les chiffres? Tu te trompes pas, Martin, c'est exactement ça. Les véhicules étaient juste pas dans notre base de données que la SAC nous fournit. Je sais pas comment ils étaient catalogués, mais finalement, ils ont décidé de nous fournir ces chiffres-là. En fait, on a su que ça existait, on les a exigés. Puis ils ont pu les ajouter, là, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas distinguer qu'est-ce qui fait partie du nouveau trimestre puis qu'est-ce qui ne fait pas partie du nouveau trimestre. Mais à l'avenir, on va le savoir. Ben, moi, il y a quelque chose qui me chicote, puis c'est quand même, c'est pas beaucoup, là, on parle de 463, puis il y a une progression de 10 000, là, quand même, c'est pas la majorité. Mais cette progression de 10 000 véhicules-là, si on le regarde maintenant en valeur relative, donc en termes de pourcentage, est-ce qu'on fait mieux ou on fait moins bien qu'avant? J'ai le feeling qu'on fait moins bien, là. C'est-à-dire que notre progression est moins grande qu'elle l'était en pourcentage. Mais effectivement, on ne peut rien te cacher. Certain que, 10 000, oui, c'est un beau chiffre, youpi. Si on regarde, justement, c'est une augmentation de 6,9 % par rapport au total qu'on avait trimestre précédent. Mais on dirait que d'année en année,
ce pourcentage-là, justement, relatif d'augmentation diminue. En 2021, c'était 9,7. En 2020, c'était 11,8. En 2019, c'était 15,6. En 2018, 16,3. Donc, vraiment, ça descend. Pendant un bout de temps, c'était peut-être des problèmes de demande ou d'offre, ou c'était peut-être plus ou moins équilibré, ça reste à voir. Mais en ce moment, clairement, c'est un problème d'offre, parce qu'il y a beaucoup de modèles qui ont énormément d'attentes. Et il y a même certains modèles, on pourra voir un peu plus en détail tantôt, qu'on a clairement vu des arrêts de progression totale. Il y a aussi un autre phénomène là, qui s'ajoute, ça fait plus que 10 ans qu'il y a les voitures électriques sur nos routes. Donc, nous, on le rappelle là, pour les auditeurs, on suit les enregistrements, on ne suit pas les ventes. Donc, il y a quand même de plus en plus de véhicules qui commencent à être assez âgés puis qui sont retirés du marché. Donc, on suit la différence des enregistrements d'un trimestre à l'autre. Alors, tranquillement, il y a des voitures qui sont retirées. Donc, nos chiffres cachent une partie de l'augmentation des ventes. Exact. Donc, je dis ça, là, puis complètement au hasard, mais ça se peut qu'il y ait eu 200 voitures de plus d'immatriculées, mais il y en a eu 200 qui ont été remisées, donc ça s'annule, puis on ne le voit pas. Exact. Okay. Si on va justement au niveau des petits problèmes qu'on pensait peut-être problèmes qu'on avait vus au début, c'est qu'il y a 3 véhicules qui étaient quand même en bonne progression depuis un certain temps. Et que là, soudainement, ils se sont mis à descendre. On parle de la Kia Soul EV, de la Kia Niro PHEV, puis du Mitsubishi Outlander. Il y avait toute une certaine progression, puis, mettons, par rapport au trimestre précédent, on avait 65 de moins, 70 de moins. Puis ça, justement, le fait que ça l'ait descendu, entre autres, c'est justement les véhicules retirés de la route. Si on prend par exemple la Kia Soul, est déjà là aussi depuis un certain temps. Donc, il y a peut-être des fins de location et différentes choses dans le style qui expliquent qu'il y en a qui soient sortis de la route, combiné avec un plus de vente. Justement, on a confirmé au niveau des vendeurs de chez Kia et Mitsubishi qui nous ont dit qu'effectivement, ils n'en ont pas livré de l'été. Donc, tout vient qu'à concorder un peu. Il y a effectivement ça aussi. Il faut comprendre que tous les véhicules qui disparaissent de nos stats, ils ne sont pas toujours disparus. Ils sont peut-être juste retirés de la route parce que c'est un retour de location, quelqu'un les a vendus, ils sont en attente d'être immatriculés. Donc, il y a tout le temps une espèce de flottement de véhicules qui sont un peu hors du réseau puis qui vont rembarquer. Excellent. Maintenant, si on regarde ce positionnement-là, on s'est comparé par rapport à nous-mêmes à différents trimestres ou à différents moments, différentes années. Mais si on se compare maintenant avec le reste du Canada, parce qu'on le fait de plus en plus, puis on a de plus en plus d'accès à des chiffres aussi pour se benchmarker dans la langue de Shakespeare. Il y a peut-être à peu près un mois et demi, j'étais à la conférence de Mobilité électrique Canada à Toronto. Puis, on a appris, ça venait tout juste de sortir, une étude qui démontrait que le Québec venait de perdre la première place en électrification aux mains de la Colombie-Britannique, mais les critères qui sont utilisés pour comparer les différentes provinces, c'est pas juste le nombre de ventes de véhicules, c'est un paquet de mesures, des incitatifs, les programmes provinciaux, l'implication des gouvernements à l'électrification de leur propre flotte, etc. Et on vient pour la première fois de l'histoire de se faire dépasser par la Colombie-Britannique. Maintenant, nous, on regarde le nombre d'immatriculations. On est vraiment, c'est un nombre d'immatriculations d'auto, puis on se compare. Si on regarde par rapport, par exemple, au gros marché, l'Ontario, la Colombie-Britannique, là, quand on se compare, où on se situe par rapport à eux actuellement? Malheureusement, Statistique Canada n'avait pas les chiffres disponibles au moment où on se parle. Il y a toujours un certain retard. Les derniers qu'on avait vus, c'était pour le 2e trimestre. On n'a pas ceux du 3e, mais il y a S&P Global qui ont sorti une analyse, fait que je pense qu'ils ont accès à peu près aux chiffres, là, mais souvent, ces firmes-là font certaines estimations aussi. Donc, on nous parlait de 13,3 % du marché qui serait tout électrique, qui serait électrique ou hybride rechargeable au Québec dans le 9. Puis, la Colombie-Britannique dont tu parlais sont presque à 20 %, 19,9 %. Donc, sont quand même fortement en avance dans les ventes sur nous. Par contre, on est encore bien devant l'Ontario, là, qui sont à 7,6 % là, selon cette firme-là. Parfait. Maintenant, si on regarde des statistiques ou des chiffres qui sont intéressants, par exemple, de regarder, on a l'objectif de 1 600 000 voitures pour 2030. Puis on regarde toujours notre projection. Là,
c'est un peu, comment dire, voiler ta réponse, Fred, tantôt, mais tu vas me dire, ouais, on progresse, mais on progresse peut-être pas aussi vite qu'on l'aurait voulu. La dernière fois, je me souviens que vous m'avez dit, on est encore, on devrait encore l'atteindre, mais tu sais, ça commence à être moins, l'avance est moins grande qu'elle l'était. Au moment où on se parle, est-ce qu'on est encore en liste pour atteindre notre objectif d'1,6 million de véhicules en 2030? Oui, je pense. Le 1,6 million en 2030, c'est assez safe. Ou ce que c'est que la première estimée qu'on avait faite nous amenait bien avant ça. En fait, nous amenait en août 2028. Ça, c'est en assumant une certaine progression sur justement, une estimation de la progression et de la double dérivée, donc finalement la progression de la progression. Ouais. Donc, tout ça mis ensemble, on venait qu'arriver à cette estimée-là. J'ai pas nécessairement réajusté les... C'est comme, justement, j'ai une courbe qui se dessine, j'essaie de faire coordonner les courbes pour, OK, oui, ça a l'air être réaliste, les courbes, le début de courbe semble fonctionner et on estime le reste à partir de ça. J'ai juste un nouveau trimestre, donc c'est pas nécessairement assez pour réajuster mes courbes. Probablement, peut-être à la fin de l'année, on va voir essayer de faire un petit réajustement. Donc, mais vu que je m'attends pas que soudainement il y ait beaucoup de stock du jour au lendemain, on risque effectivement pour la revue de fin d'année de repousser un peu la date, mais je dirais que le 2030 est encore très réaliste. Justement, l'indisponibilité des véhicules, ou en tout cas par rapport à la demande, à tout de moins, est forcément le critère majeur qui vient jouer ici dans la vitesse à laquelle ça progresse au Québec et partout ailleurs. Là, on n'est pas, mais vu qu'on en veut plus ici qu'ailleurs, ça nous fait plus mal peut-être. Mais comment peut-on affiner la projection basée sur le principe qu'on n'a aucune espèce d'idée de la fin de cette pénurie-là? Quand est-ce que ça va arrêter? Certains nous parlent encore 1 an ou 2, d'autres parlent plutôt d'encore 4 ou 5 ans où ça va être très difficile. Si ça s'étire, par exemple, sur 4 ou 5 ans, forcément que ça va avoir un impact majeur dans l'atteinte de l'objectif. Donc, dans vos prédictions, quand vous regardez la courbe et vous essayez de prédire, est-ce que vous présupposez un retour à la normale dans la disponibilité ou déjà vous tenez compte d'une indisponibilité qui va durer longtemps? Je dirais que jusqu'à date, on fait plus regarder c'était quoi qu'on a eu dans le passé comme courbe et on assume une certaine progression à partir de ça. Sinon, les facteurs externes, comme tu dis, il y en a tellement. Tout le monde a ses prédictions, puis ainsi de suite. Donc, plutôt que juste rajouter une autre prédiction par-dessus tout ça, on y va juste. Puis au pire, aller, on réajustera. Mais aussi, ce qui risque d'arriver, c'est on voit déjà certaines compagnies semblent arriver à bien fournir, ou du moins à mieux fournir que d'autres, qui ont justement des délais d'attente plus basses, alors que d'autres qui ont des 2-3 ans d'attente. Donc, éventuellement, les compagnies qui vont avoir trop d'attente vont probablement perdre du marché, peut-être en faveur de ceux qui ont moins d'attente, qui vont arriver à plus fournir. Donc, en assumant que ce n'est pas tout le monde qui ralentit, il y en a juste certains qui sont plus lents à repartir, ça devrait revenir qu'à se rééquilibrer, puis au total, il y aura peut-être moins de problèmes d'offres. Okay. Jean-François, une donnée qu'on regarde souvent, c'est le ratio entre les véhicules tout électriques et les hybrides branchables. Tendance à la hausse pour le tout électrique. Est-ce que la tendance se poursuit, puis on est rendu à combien? Oh, clairement, cette trimestre-ci, là, on a... comme souvent, un nouveau sommet là, des 100% électriques. Cette fois-ci, on atteint le cap du 60% là, de la flotte qui est 100% électrique, là, 96 000 véhicules. Mais si on regarde juste sur le trimestre, Martin, là, ça, c'est encore plus spectaculaire. Là. La progression, c'est 83% de la hausse des enregistrements qui est en 100% électrique, wow. Puis 17% en hybride rechargeable. Encore là, il y a le facteur dont on a parlé là, au début, là, les nouveaux modèles. Pas les nouveaux modèles, mais les nouveaux types de véhicules qui sont enregistrés. Là, donc, un 400 quelques là, qui ajoute un petit peu au tout électrique, là, mais ça reste que c'est 8000 quelques versus 1700. Là, donc, les hybrides rechargeables, ce trimestre-ci, ont vraiment très peu progressé. Et tantôt, tu as abordé un peu le sujet, Jean-François. Tu as parlé de... non, c'est Fred qui a parlé de ça. Tu as parlé que il y a plusieurs modèles pour lesquels la progression n'est pas terrible. Tu as parlé de Kia, le Niro, le Soul, le Mitsubishi aussi. Puis on sait que dans le cas du Outlander, il y a le modèle 2023 qui est annoncé, caractéristique un peu différente. Probablement aussi qu'il y a ça. Ça a toujours un double effet quand il y a un nouveau modèle qui va sortir. Le premier effet, c'est que les concessionnaires
écoulent le stock du modèle précédent puis attendent de recevoir le nouveau modèle. Donc, il y a comme un trou. Puis en plus, le consommateur, lui, n'est pas intéressé par l'ancien modèle, sachant que le nouveau sort à peu près le même prix puis des caractéristiques plus intéressantes. Donc, ça crée toujours une espèce de vacuum de vente du modèle de l'année précédente. C'est probablement ça qu'on vit avec ces modèles-là parce que ça reste que c'est des marques qui ont quand même des modèles intéressants puis qui sont généralement en demande. Pour la Mitsubishi, oui, définitivement. Il y a la 2023 qui s'en vient, qui va plus d'autonomie, plusieurs caractéristiques intéressantes de plus. Maintenant, même disponible en 7 passagers, alors qu'avant, il était seulement, entre guillemets, 5 passagers. Donc, oui, définitivement, au niveau du Mitsubishi. Le Niro, je sais que le Niro 100% électrique, il y a une nouvelle version qui s'en vient. Pour le PHEV, je ne suis pas 100% sûr. La Soul, il n'est pas censé avoir de nouveautés bientôt. Donc, ça, c'est probablement peut-être juste des problèmes de... Finalement, sont toutes, justement, à ce que je sache, les Kia sont toutes produites en Corée, ceux qu'on reçoit qui sont électriques. Donc, et il y a des lois zéro émission en Europe qui sont très fortes. En Chine, qui sont très... Il y a plein d'endroits dans le monde qui ont des lois zéro émission très fortes. On en a un peu au Canada, mais finalement juste au Québec et en Colombie-Britannique. Donc, on a moins de poids dans la balance. Et au total, probablement qu'ils nous envoient moins de stock à nous qu'ils peuvent, par exemple, en envoyer en Europe. La lecture des chiffres, là, moi, sans connaître le marché, là, chez Kia, je pense que, si je me souviens bien, il y a 120 quelques nouvel enregistrement qu'il y a au total sur 3 mois. Là. Donc, c'est très peu. Alors qu'ils ont plein de modèles, puis ils ont historiquement bien performé dans les dernières années. Ouais, là. Donc, ça semble un problème d'approvisionnement, là, carrément. Parlons maintenant, étant donné on commence à parler de modèles plus particulièrement, on va parler plutôt des ventes des véhicules. Juste avant, peut-être, Fred, parle-moi donc, Tesla, généralement, s'en tire un peu mieux. On sait qu'ils ont un meilleur contrôle sur leur chaîne d'approvisionnement. Ils ont sécurisé plusieurs trucs que les autres manufacturiers n'avaient pas fait, ce qui leur permet de produire et de livrer généralement plus que les autres, disons, fabricants plus traditionnels. Est-ce que cette tendance-là se maintient? Est-ce que Tesla livre... Ouais, en fait, même, ce qui arrive, c'est que ce trimestre-ci, il y a un véhicule véhicule électrique hybride rechargeable, toutes catégories confondues. Il y en a 1 sur 4, finalement 28%, donc un petit peu plus qu'1 sur 4, qui est un Tesla. Et si on regarde les 100% électriques, c'est presque 1 sur 3 qui sont des Tesla. Donc, Tesla, si ça ne serait pas Tesla, on aurait un trimestre catastrophique. Peut-être une chose, je ne sais pas si ça a contribué beaucoup au trimestre précédent, mais j'ai l'impression que ça contribue beaucoup en ce moment. J'ai hâte de voir les chiffres de fin d'année. C'est qu'il y a eu des changements au niveau des législations. Il va y avoir des changements au niveau des législations, au niveau des rabais aux États-Unis. C'est à partir de 2023, toute la structure de rabais change. Les Tesla qui n'étaient pas admissibles depuis je ne sais plus combien d'années vont maintenant à nouveau être admissibles au rabais. Et inversement, des compagnies qui l'étaient encore avant, par exemple, on parlait de Kia, le sera plus parce que leur structure de rabais est basée sur d'où viennent les matériaux, les batteries, où est-ce que l'auto est assemblé, plein de critères. Donc, ce qui fait que j'aimerais pas être un consommateur là-bas, puis ça devient hyper compliqué de savoir quel modèle est admissible ou pas. Mais donc, j'ai l'impression qu'il y a probablement certains acheteurs de Tesla en ce moment qui repoussent leur achat. Donc, on a beaucoup de stock et même en fait, sans vouloir faire de pub, c'est extrêmement rare qu'on a vu ça dans le passé. On va sur le site de Tesla en ce moment et il y en a des véhicules en inventaire qu'on peut acheter tout de suite. Ça fait des années qu'on n'a pas vu ça. Je pense que ton analyse n'est pas mauvaise, l'impact sur le marché. C'est exactement ce qu'on parlait tantôt quand il y a des changements de modèle, les gens attendent. Là, les gens savent qu'ils vont avoir des rabais. Fait que les gens attendent. Hein? On est rendu fin 2022. Si ça vient en application en 2023, les gens aux États-Unis attendent pour les acheter. Ces véhicules-là sont disponibles. Fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont acheminés ici, puis ça nous donne une disponibilité peut-être un tantinet plus grand. Mais ça reste qu'au-delà de ça, je pense que la façon de s'approvisionner, de fabriquer puis de distribuer les véhicules pour Tesla, les avantages dans le modèle actuel dans lequel on vit, ou en tout cas dans la période difficile dans laquelle on est, là. Ils n'ont pas le choix de fournir l'électrique, sinon ils fournissent pas grand. Il leur reste des panneaux solaires puis quelque chose, mais le gros de leur marché, c'est les autos. Donc, ça. Oui, effectivement. Parlons-en des autos, justement. On fait toujours on exclut la personne qui parle. Tu nous aides, Martin. Tu nous aides. Il y a toujours une analyse donc, des modèles qui se sont distingués par la quantité de modèles immatriculés dans le trimestre, en tout cas où on en est rendu. Si on regarde maintenant les meilleurs modèles, ceux qui se sont immatriculés le plus dans le dernier trimestre, ça ressemble à quoi, Jean-François?
OK, attends un peu. Dans le trimestre, je t'amène ça. Dans le trimestre, on vient de parler de Tesla. Sans surprise, Tesla Model 3 en première position. Fait que il y en a 2034 de plus là, qu'au 30 juin, là, si on regarde au 30 septembre. C'est quand même assez impressionnant parce que le deuxième, c'est Chevrolet avec sa Bolt EUV à 1065. Fred parlait tantôt des joueurs qui semblent capables de fournir un peu à la demande. On se souvient que la Bolt et la Bolt EUV étaient en arrêt de production pendant longtemps. Puis là, ils ont repris la machine. Reprend, ça ressemble. Puis finalement, ils commencent à fournir. Fait qu'eux autres aussi ont beaucoup aidé là, dans le trimestre. Là. La Bolt EUV, comme j'ai dit, est deuxième. Puis la Bolt EV là, standard est sixième là, avec plus 583. Puis il y a, les Américains font bien parce que Ford est en troisième place avec son Mustang Mach-E à plus 868 pour le trimestre. Ford, je trouve, en tout cas avec le Mach-E, à tout de moins, c'est un peu comme, il n'est jamais en première place, mais il est toujours, il fait bien en termes des immatriculations, donc des ventes, là, il y a une corrélation. Là. Tu sais, c'est comme, il n'est jamais dans le premier ou le deuxième, mais il est toujours là, puis ça roule, ça va bien son affaire. Puis tu sens quand tu regardes les réseaux sociaux, puis tout ça, là, des acquéreurs de Mustang, il y en a un pas un autre. Là, tu sais, ça semble être un flow relativement continuel. Qu'est-ce que vous remarquez au niveau des chiffres là-dessus? C'est-tu pas mal ça? C'est assez continu? Il y a effectivement une bonne progression. Il y a eu une petite période morte, parce qu'il y a eu une période qui ont dû arrêter les ventes à cause d'un rappel au niveau... du contacteur de la batterie haute tension. Mais sinon, effectivement, ça dit deux choses. Il y a de la demande, mais il y a aussi de l'offre. Justement, ils sont capables de fournir. On ne s'avance pas avec des trimestres à plat comme on a pu voir chez Kia avec certains modèles. Toyota, des fois, justement, avec d'autres modèles, et ainsi de suite. Si tu parles du Mach-E, ça fait que tous ces bons trimestres alignés, il est rendu 10e si on fait le cumul là, des enregistrements. Là. Fait que c'est le 10e modèle. Donc, il vient de rentrer dans le top présent. 10. Il vient de rentrer dans le top 10 là, ce trimestre-ci. Là. Fait que ça fait quoi? 2 ans qu'il est arrivé? Même pas? Je dirais décembre 2020. Oui, c'est ça, décembre 2020. Fait qu'on il était à 0, donc il est arrivé en mars 2021. Fait qu'on n'est même pas à 2 ans, puis il est déjà top 10. Là. Fait que c'est quand même... quand même bien. Ouais, pas mal bon. Ouais, tout à fait. D'autres véhicules qui se sont distingués dans le classement? Si on le regarde sur le classement justement historique, là, la Model 3 est première. Elle franchit les 20 000. Là. Il y a maintenant plus de 20 000 Model 3 sur nos routes au Québec. Je me suis amusé à faire des petits calculs. Là. Fait que c'est une voiture électrique sur 8 au Québec. Puis c'est même un véhicule sur 400 au Québec. Toute catégorie catégorie, essence, électricité. C'est quand même impressionnant. Là. C'est quand même impressionnant. Puis on s'en rend compte, on en voit. Et on en voit partout. C'est-à-dire que, compte tenu de leur autonomie, tout ça, c'est un véhicule qui est adopté dans des régions où d'autres modèles ne le sont pas. Donc, des fois, tu vas assez loin en région, il n'y a à peu près pas de véhicule électrique, mais si tu en croises un, la chance est assez grande que ça soit une Model 3. Comme en Ontario aussi. Comme en Ontario, comme dans certains coins des États-Unis aussi. Donc, effectivement, mais parlons en général au Québec, on en voit. C'est difficile de rouler sur une autoroute puis de ne pas en croiser une à un moment donné. Ça dépend effectivement des coins, mais je peux confirmer qu'à Laval, Montréal, justement la Montérégie, il y en a entre guillemets partout. Si tu roules sur la route sans voir, c'est que tu n'as pas roulé longtemps. Ou tu n'as pas regardé. Et donc, ensuite, tu disais que Tesla est en première place. On regarde le classement. Le classement historique, là, le cumulatif. La Prius Prime de Toyota est encore deuxième, mais là, elle a très fortement ralenti. Là. Ça fait plusieurs trimestres qu'elle ralentit. Il n'y a pas de mouvement, en fait, là, dans le top 10, à part le Mach-E, mais on sent que ça va bouger. Parce que là, la Volt est troisième encore, mais recommence à décliner. Puis, juste derrière, il y a la Bolt, puis le Kona. Donc, les autres ont quand même encore des progressions fort respectables. Là. Donc, je ne sais pas sur quel cheval miser, mais je pense qu'un des deux va se ramasser deuxième et l'autre troisième assez vite. Effectivement, la Kona a sûrement une meilleure progression que la Bolt. Donc, elle pourrait prendre l'avance sur la Bolt et même sur la Volt, tout ça d'ici la fin de l'année. Et aussi, ce qui arrive avec la Bolt, c'est que la Bolt EV est un peu en compétition avec la EUV.
parce que on sait que tout le monde aime tout le temps plus gros. J'exagère un peu, mais il y a beaucoup de monde qui aime qui aime les véhicules plus gros. Donc, la Bolt EV est un petit peu plus grosse, mais pas beaucoup plus chère. Donc, puis on l'a vu déjà, il y a eu à peu près 2 fois le nombre de nouvelles EV ce trimestre-ci que de EV. La EV est d'ailleurs rentrée dans notre top 20. Il y en a 2446, mais il s'en est ajouté, comme je disais, 1065 ce trimestre-ci. Là, donc, enfin, on voit que l'accélération de la livraison. Mais tu disais que le Kona, sa courbe était un peu meilleure, mais historiquement, si on recule là, d'avant les problèmes de batterie de la Bolt, il se livrait autrement plus de Bolt que de Kona. Là. Il n'y avait pas de UV non plus à l'époque. Il n'y avait pas de UV à l'époque. Donc, on peut présumer que si Chevrolet réussit à reprendre son air d'aller là, d'avant la problématique des batteries, il pourrait quand même très bien se défendre dans la course aux livraisons. Ça, il y a encore, à ce que je sache, il y a encore beaucoup de listes d'attente, malheureusement. Oui. Donc, il reste à voir s'ils vont livrer des Kona, pas des Kona, des Bolt, ou s'il y a plutôt plein de gens qui vont migrer vers les nouveaux modèles qui s'en viennent chez Chevrolet, qui pour plusieurs sont très intéressants de par leur taille et puis tout ça, là, donc l'Equinox, etc., qui va arriver à un moment donné. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont sur la liste d'attente, mais que si ça tarde trop, vont faire le saut là, vers un modèle un peu plus récent. Maintenant, si on regarde ce qui se passe en termes de mouvement plus en dessous maintenant, Frédéric, on a parlé de nos champions, mais on n'a pas juste des champions. C'est des champions en devenir. Oui, c'est ça. Donc, tantôt, on parlait du Outlander qui reste en 7e place, qui a eu une petite descente, mais je dirais que l'Outlander est assez confortable en sa 7e place dans le sens qu'il n'est pas à veille de rattraper personne, puis il y a probablement un bon bout de temps avant qu'il se fasse rattraper par qui que ce soit. Donc, il est un petit peu dans le milieu de l'océan, si on veut, entre les deux rives. Donc, c'est ça de son côté. Et les 2023 devraient arriver. Donc, on peut s'attendre à une progression peut-être un petit peu d'ici la fin de l'année, mais probablement début de l'année prochaine. La Tesla Model Y, qui elle n'arrête pas de continuer. Elle augmente tout le temps. Je dirais, elle augmente un peu plus lentement. Puis, si on regarde le dernier trimestre, il y a eu 730 versus la Model 3 qui en a eu 2000 et des poussières. Donc, c'est certain qu'elle n'est pas... Elle ne s'aligne pas pour une première place, ou du moins pas bientôt. Et surtout, si on regarde les prix du véhicule, soyons honnêtes, c'est un très bon véhicule, très intéressant, mais au prix qui est en ce moment, il coûte très cher. Donc, honnêtement, d'avoir 730 nouveaux enregistrements de ce véhicule-là à ce prix-là, c'est déjà une très bonne réussite. Sinon, il y a la Mach-E qui vient, comme Jean-François a dit, qui vient d'arriver, de prendre la 10e place, qui l'a pris au RAV4 Prime, qui lui... est rendu maintenant à 11e place. Et sinon, il y a la Bolt EV, une fois plus qu'on a dit tantôt, qui vient d'arriver en 20e place. Sinon, les autres, c'est à peu près stable, un petit peu de je te laisse ma place, puis on se la prend, mais il n'y a pas de gros mouvement significatif. C'est du nez à nez ou à peu près. C'est ça. On a regardé un peu les ventes du trimestre tantôt. J'aimerais ça qu'on parle des nouveautés qui est arrivé dans le 3e trimestre. Donc, il y a quand même il n'y en a pas des tonnes de connus, mais il y en a quand même quelques-unes, là, des modèles intéressants qui sont apparus dans le 3e trimestre. Alors, peut-être, Jean-François, que tu nous traces... Juste avant les nouveautés, là, je reviendrai peut-être sur un modèle qui est apparu... c'est-tu le trimestre précédent ou l'autre d'avant, mais le Ford F-150 Lightning, oui, là, c'est quand même le précédent. Oui, puis on avait presque pas, puis on disait, oui, mais les chiffres... C'est précédent. Bon, là, au 30 septembre, il y en a 292 de plus. Ça, c'est quand même la 9e progression du trimestre, là, donc... il n'est pas rendu très haut dans la liste, mais en termes de progression, il fait une belle performance, considérant aussi que c'est pas un petit véhicule. Non, tout à fait. Puis c'est bon qu'on s'en fasse allouer une quantité quand même intéressante, parce que c'est certain, ils commencent la production. OK, c'est des F-150, leur usine est prouvée et tout, mais tu peux pas commencer à produire ça du jour au lendemain, j'en produis ma capacité maximum. Il y a tout le temps une certaine progression au niveau de la production, que ce soit pour le personnel, tout le processus. Donc, il commence, je dirais, l'accélération de la production et la livraison qui se rend chez nous est très intéressante. Oui, tout à fait. Donc oui, dans les nouveautés, Martin, c'est ce que tu me demandais. Je commence à avoir de la misère, honnêtement. Je ne suis pas un spécialiste de chez Audi là, à suivre. Là. Ils ont beaucoup de déclinaisons de véhicules. Oui, c'est dur à suivre. Alors là, ils ont le Q4 e-tron. Ça, c'est la ID4. C'est la ID4 en version Audi. Ouais, hein. ouais.
Donc, 101 véhicules. Là. Donc, ça, c'est le meilleur nouveau joueur du trimestre. Après ça, chez Jeep, ils ont eu un succès remarquable avec leur Wrangler là, depuis... Ouais, le 4XE, Wrangler 4XE. Ben là, il arrive avec un deuxième modèle là, en hybride rechargeable aussi, là, le Grand Cherokee, là, qui est historiquement, je pense, une figure de proue chez Jeep. Ouais. Donc là, il y en a 26, mais il faudra voir s'il connaît si on peut reproduire le même succès qu'avec le Wrangler, là, parce que ça serait assez intéressant. Puis on en a déjà parlé, ça va chercher un type de clientèle un peu différent. Par la suite, un autre joueur à souligner. Je pense que Martin, tu nous as même évoqué en privé en avoir vu une. Oui. Écoute, Air. oui, Lucid Air. Chanceux. En fait, je roulais sur l'autoroute, puis étant un petit peu en avant de moi, dans la voie de gauche, moi j'étais dans la voie de droite, mais il y avait un peu de trafic, fait qu'on roulait à peu près à la même vitesse. Donc, tu sais, ça faisait un bout de temps que je suivais à peu près à la même distance, puis j'essayais de dire, c'est quoi ça? Ça me dit de quoi, mais le nom ne venait pas, mais je savais que j'avais déjà vu cette forme de voiture-là. Puis à un moment donné, à cause de mouvements dans la vitesse de circulation, j'ai pu me rapprocher un peu. C'est une Lucid Air. C'est pour ça que je vous ai écrit par la suite pour vous dire j'en ai vu une. Je savais même pas qu'il y en avait d'immatriculés qui roulaient. Puis, on en avait 14 au 30 septembre. Fait que là, il y en a peut-être même 14, plus. Je sais pas. C'est des bagnoles qui sont pas données. Non. Fait qu'on n'aura jamais des chiffres incroyables. Fait que c'est une belle entrée en matière. Déjà, pour une nouvelle compagnie, bagnole pas donnée, et ainsi de suite, 14, c'est un très bon chiffre pour commencer. Ensuite... Westward Max EV. Moi, je connais pas ça. Écoute, il faut le dire, c'est un de nos commanditaires à Silence on roule. Le Max EV, c'est un petit véhicule utilitaire électrique pour les villes là, qui va servir soit à transporter de l'outillage ou des trucs comme ça. Donc, c'est un petit véhicule utilitaire que généralement les flottes municipales là, vont acquérir pour transporter. Puis, c'est utilisé aussi, le Max EV est utilisé beaucoup sur les tarmacs d'aéroport pour retirer des trucs avec des valises puis des choses comme ça. Là. Donc, ça va bien leur affaire. Ils en ont rajouté. Il y en a 10 pour ce nouveau modèle-là dans le trimestre. Derrière, on a Subaru. On pense que ce sont des démos parce que n'était pas attitré à un code postal, si je me souviens bien. Disons, il y a ça. Ils sont tous enregistrés à la même ville. Il y en a 6. Donc, ils sont tous enregistrés à la même ville, à la même pas de ville, c'est ça. Ouais. Mais aussi, ce qui est étrange, c'est que le nombre de BZ4X de Toyota a descendu de 6. Donc, est-ce qu'il y a eu des mélanges au niveau de la... On s'entend, les deux véhicules se ressemblent beaucoup. C'est à peu près le même véhicule, à part le look en avant et le logo de la compagnie. C'est la même base de véhicule. Y a-t-il des mélanges? Je sais pas. Ou en tout cas, mais s'ils sont pas arrivés, ils sont sur le bord d'arriver. C'est ça, ça laisse entendre que ça s'en vient. Oui, puis ça va être le temps, hein, parce qu'il y a bien des gens qui attendaient après ça, le Subaru, les amateurs de Subaru qui ne jurent que par Subaru. Exactement. Hein. Bon, 6, c'est timide, mais quand même. Timide. Non, c'est ça. Sinon, on est tous dans des trucs timides. Là. Il y a des nouveaux camions, Kenworth, il y a des McLaren hybrides rechargeables, il y a le Genesis G80, il y en a un. Ouais. Puis il y a un nouvel autobus électrique, le Tenda. Ouais. Cet autobus-là, soulignons, c'est un autobus qui est fait ici. Oui. Il est fait au Québec. Je me rappelais d'avoir vu une information sur cet autobus-là qui arrivait, mais je ne me rappelais plus du nom. Quand j'ai vu le nom, j'ai fait des recherches et j'ai retrouvé... Quand vous voyez l'image de l'autobus, vous allez vous en rappeler pour le reste de vos jours. Elle est assez unique au niveau du look. Ouais. Ça frappe. Oui, ça frappe. Ça frappe. On l'a évoqué tantôt brièvement, Frédéric. Il y avait des nouveaux venus dans le dernier trimestre. C'était très, très, très modeste. Puis là, on veut voir un peu comment ça a progressé. Le F-150 Lightning, on en a parlé tantôt, donc 292 nouvelles immatriculations pour un total de 338. Mais il y a d'autres modèles aussi qui sont arrivés sur le marché. La Genesis GV60, qu'est-ce que ça a donné? Il y en a maintenant 100 de plus que le trimestre précédent. Donc, on est rendu à 147. Donc, c'est quand même une voiture un peu plus de luxe. Justement, la marque Genesis, c'est la Lexus de Hyundai. Donc, justement, c'est une autre catégorie de prix. Donc, c'est une très bonne progression pour cette gamme-là. Notre chroniqueur Stéphane Levert en a une là, qui nous a été prêtée pour une semaine. Donc, il va avoir une chronique là-dessus très prochainement. Il semble apprécier le véhicule, mais je vais le laisser. Y a-tu la version avec la petite boule de cristal qui bouge? Il y a la version full equip. Sinon, dans une autre catégorie complètement différente, le Peterbilt
5,79. Ma nouvelle vie. C'est ça. Je suis assis dans un de ceux-là, moi. C'est un semi-remorque, eux autres, c'est Ouais, ça? ouais, le 5,79, c'est un semi-remorque. Sinon, il y avait Taiga, un nouveau venu dernier trimestre, mais il y avait des nouveaux venus qui ont un peu de retard, puis finalement, on s'entend, c'est une motoneige. Faite par Taiga, une nouvelle compagnie québécoise. On s'entend, ils s'en livrent très peu l'été. C'est un petit peu normal qu'ils n'aient pas On surveillera le prochain. Ouais. C'est ça. Peut-être, effectivement, surtout qu'ils disent qu'un de leurs gros vendeurs, c'est les stations de ski. Donc, ça se pourrait très bien, effectivement, que les stations de ski qui commencent en ce moment à rentrer en opération, peut-être qu'ils vont commencer à en acheter. Ouais, surtout qu'il a neigé. Au moment de l'enregistrement, ce matin, j'avais des collègues, on était en Zoom, là, puis il y avait une bonne couverture de neige chez eux, donc en Estrie. Donc, ça s'en vient. En Estrie, il y en avait un autre dans Laurentide aussi qui avait de la neige. J'ai bien fait de mettre mes pneus d'hiver. Oui, ça s'en vient, je pense. Sinon, le Hummer de GMC, puis ça s'est pas vendu beaucoup. Je pense qu'il y en a juste un. En fait, il y en a juste un, selon les immatriculations, puis je l'ai vu à Saint-Hyacinthe. Fait que j'ai l'impression que ce n'est un de concessionnaire ou quoi que ce soit. Fait que ils sont probablement pas encore commencé à être vraiment distribués au Québec. Ouais. Bon, si on met le focus, on sort un peu des modèles, puis on y va au niveau des marques. On aime toujours faire ça parce que des fois, quand on les regarde individuellement par modèle, c'est moins parlant, mais quand on le regarde au niveau de la marque, c'est plus parlant. Tesla est toujours bien positionné. J'imagine que ça n'a pas bougé, Jean-François? Non, donc quand on parle de la marque Tesla, on combine modèle 3, modèle Y, puis effectivement modèle S et X là, qui se vendent en moins de volume, mais qui ont quand même une bonne présence historique. Donc, avec tout ça, ça les amène à 18,2% du marché électrique là, sur nos routes. Ils sont premiers, mais Chevrolet est deuxième parce que historiquement, on se souvient que Chevrolet était en première position avec la Volt, après ça la Bolt, mais là, la Bolt EV qui est repartie. Donc, pour moi, c'est pas clair qu'est-ce qui va se passer dans les prochains trimestres parce que si l'approvisionnement est bon chez Chevrolet puis qu'il y a des nouveaux modèles qui arrivent, ça reste dans une niche de marché un peu moins chère que Tesla. Donc, ça se pourrait qu'en volume, normalement, selon toute logique, il devrait en avoir plus. S'ils sont disponibles, hein, bien entendu. Ils ont aussi un réseau de concessionnaires un peu plus grand. On s'entend justement à Tesla en ce moment, sont principalement dans la région de Montréal. À Québec, c'est là qu'ils ont leur magasin. Mais finalement, tu t'en vas à Sept-Îles, la Gaspé ou ainsi de suite. Tu peux t'en acheter une, mais il faut vouloir puis il faut être prêt à prendre un certain risque d'un petit peu plus en cas de problème, ça va être plus de troubles. Tout à fait. Il y a un modèle dont on n'a pas parlé, puis j'aimerais avoir... Là, je vous pogne comme ça, pas préparé. On va voir si vous êtes si vous êtes sur le piton. On entend énormément parler depuis quelques mois de la Polestar. Il semble y avoir un hype Polestar quelque part. Comment s'est débrouillée la Polestar dans le dernier trimestre? Je dirais, elle se débrouille bien. Elle se débrouille mieux maintenant qu'elle s'était déjà débrouillée. Mais je dirais de façon générale, il n'y a pas. Présentement, il y a eu 226 nouveaux véhicules dans le dernier trimestre. Donc, c'est pas mauvais. C'est quand même bon. Là. Mais je peux pas compter c'est le combienième. Mais une fois de plus, ils ont très peu la base Polestar, c'est un peu une division de Volvo qui a toujours été un marché un peu plus petit. Donc, puis ils ont très peu de magasins ou je dirais tout le concessionnaire / centre de service Polestar. Je sais qu'il y en a un à Laval. Y en a-t-il un autre à part celui à Laval? Il y en a un nouveau qui va ouvrir bientôt dans la région de Québec, si je ne me trompe pas. Mais au moment où on se parle, c'est le point de vente de Montréal qui est à Laval. Quand tu contactes, là, c'est Polestar Montréal, mais ils sont à... Oui, ça je sais, ils sont à Laval, ils sont à côté de chez nous. Ils sont juste à côté du Volvo. Du Volvo, dans des containers. Martin, si on veut... on peut s'amuser à regarder là, au 30 septembre 2021. Là. Donc, il y a un an, là, par rapport aux chiffres qu'on regarde, il y en avait 89 au Québec. Puis là, il y en a 674. Là. Donc, quand même, la progression a été là. Leur nouveau modèle, là, ils ont élargi la gamme un peu là, avec le... Il y a un modèle à traction maintenant, je pense. Oui, c'est ça. Ça les a rendus éligibles aussi. Oui, éligibles. Ils sont devenus éligibles aux subventions. Qu'ils ont démocratisé un peu leur modèle, puis effectivement, puis ils se sont fait connaître aussi. Là. C'était une nouvelle marque, d'une certaine façon. Fait que...
Et tant qu'à être vite, là, on veut parler de véhicules qui sont surprenants, dont les ventes, moi, je n'arrive pas à comprendre ça vient d'où, là, la Mazda MX-30. Juste dernier trimestre, il y en a eu encore un autre 149. On a maintenant plus de Mazda MX-30 au Québec qu'il en a été vendu aux États-Unis. Je ne comprends pas. Et pourtant, c'est une voiture qui est un peu controversée de par son autonomie. C'est une voiture qui peut être intéressante. Son seul problème, c'est le prix versus ce que tu as. C'est ça, c'est l'autonomie. Tu l'aurais pour moins cher. Une Nissan Leaf 2012, mais... Un peu plus, mais très peu, là, c'est ça. Donc, on l'aurait, mettons, pour moins cher que la Bolt. Je pourrais comprendre l'intérêt, justement, pour quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup d'autonomie, mais c'est son prix est plus cher que la Bolt. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un voudrait s'acheter ça plutôt qu'une Bolt. À part quelqu'un qui est un fan de Mazda, faut croire. Ou peut-être qu'il y a des super rabais qui ne parlent pas nulle part. Quand quelqu'un dit qu'il la veut, il arrive à écouler leur stock, je ne sais pas. Mais bon. Certains disent on ne peut pas empêcher un cœur d'aimer. Aussi. Que voulez-vous? Donc, écoutez, on avait commencé à parler des marques. Donc, on parlait de Tesla qui est en première place, Chevrolet en deuxième place. En troisième place, c'est Hyundai. Hyundai, oui. Hyundai, ça va rondement à tous les trimestres, puis ils ont beaucoup de modèles, là, fait qu'on en a déjà parlé. Puis, le Kona en tête d'affiche, le Ioniq 5 maintenant, fait que déjà avec ça. Fait qu'il y a 14,2% des voitures électriques au Québec qui sont des Hyundai. Donc, il est très bien placé en troisième, puis Toyota est quatrième, mais à 10,8%. Et donc, que de l'hybride branchable, là. Trois... 3 BZ4X. Et officiellement, si je me rappelle bien, il y a 2 ou 3 probablement Toyota RAV4 100% électrique qui avaient été importés. Ouais, des Californiennes. On est dans l'exception, mais en gros, c'est des Prius Prime. Puis des RAV4 Prime. C'est ça. Et en cinquième place, tu l'as dit tantôt, le surprenant Ford avec F-150, la Mustang qui se vend Mach-E, bien. Puis ils ont le Escape aussi, là, en hybride rechargeable qui se vend bien. Donc, ils jouent sur plusieurs créneaux, puis ils sont rendus cinquième, puis ils renforcent leur avance tranquillement sur les autres. Là. Tout à fait. Si on regarde les progressions, justement, les ceux qu'on a nommés, c'est ceux qui progressent bien. Les autres, ils ont des progressions beaucoup plus lentes. Donc, je dirais que peut-être, à part entre Tesla et Chevrolet, dans les peut-être les années à venir, ça risque de rester de même encore pendant un petit bout, là, au niveau surtout des premiers, parce qu'il y a des bonnes distances entre chacun. Oui, ils ont pris un avance confortable. Quelque chose qu'on n'a jamais fait avant, mais qui peut être intéressant de regarder, c'est que vous avez fait une espèce de découpage de progression par segment, donc par type de véhicule. Maintenant, vous l'avez dit, vous avez accès à plus de types de véhicules. Donc oui, il y a des voitures, mais il y a également des motos, des véhicules tout-terrain, des véhicules outils, des autobus. Rapidement, Frédéric, là, je ne veux pas qu'on s'éternise là-dessus, mais si on regarde au niveau des segments, est-ce qu'il y a des chiffres qui sont intéressants ou des trucs qui sortent de l'ordinaire là-dedans? Rapidement, justement, les autobus, on est rendu à 505, une progression de 94 par rapport au trimestre précédent. Le gros joueur, celui qui a pris la part du Lion et la E-Lion de Lyon. Sinon, dans le camion lourd, on est rendu... J'aurais pu le dire en rugissant. Sinon, au niveau du camion lourd, on est rendu à 47. Quand même une bonne progression, 36 nouveaux. Ouais. Une fois de plus, le gros joueur, c'est Lyon avec le Lion 6. Au niveau des motos, là, ce qui arrive dans les autres, c'est soit des nouvelles catégories ou des catégories avant qu'on regroupait tout ensemble sans trop se casser la tête sur quel modèle exactement. Donc, les motos, il y en a maintenant 202, soit 29 de plus que le trimestre précédent. Si on veut les 3 principaux gros joueurs, c'est le Zero Motorcycle, la S, avec 34. Harley-Davidson Livewire à 27 et un autre de Zero Motorcycle, la FX, avec 26. C'est quand même des petits chiffres. Hein? On sait que la moto est quand même populaire. L'électrification de la moto ne semble pas prendre la même courbe d'adoption que le véhicule. Mais j'ai un ami qui s'est acheté une Kona. On parlait de Kona tantôt. Il l'adore, il l'aime bien et tout, mais il a une bonne grosse vieille moto à gaz. J'ai déjà essayé de parler de moto électrique, il ne veut rien savoir. Lui, il faut que ça vibre. Quelque chose d'organique. Hein? C'est décalé, là, ça va. J'ai l'impression que ça va chercher un sentiment. Aussi, une auto, elle a un côté pratique. La moto, ici, c'est plus sentimental pour le plaisir et ainsi de suite que le côté pratique d'un automobile. Au niveau des motocyclettes qui, eux, ont un côté pratique souvent parce que c'est le monde qui ne peut pas encore conduire d'auto qui conduisent, ou du moins tout dépendant, mais dans plusieurs cas. On est rendu à 588 plus 86. Une fois de plus, un marché très, très fragmenté.
On a la Niu NQI, la Vimoto Super Soco TC et la Vespa Electrica. Ou Electrica. Je vais peut-être faire une faute de frappe, mais justement, c'est Electrica que je l'ai plus sûr avec le donc ça, c'est les 3 modèles principaux, mais il y a vraiment tout plein de modèles et ça varie énormément d'un trimestre à l'autre. Non, mais une fois de plus, il n'y a pas de gros joueurs, mettons, qui en a 2-3 fois plus que les autres, comme on peut voir dans le marché de l'auto. Au niveau des véhicules tout-terrain, là, il y a vraiment un gros joueur qui est le Polaris Ranger, qui est justement un véhicule sur 4 roues. Le Can-Am e-Commander, un autre véhicule sur 4 roues qui a différentes utilités hors route et ainsi de suite. Si on s'en va dans le 2 roues, fait que là, c'est peut-être plus... C'est pas nécessairement au niveau utilitaire. Ça, c'est plus finalement les bons vieux motocross, entre guillemets. Donc, le KTM SX-E et le KTM Freeride, qui sont les autres principaux joueurs dans ce domaine-là. Et finalement, comme je disais tantôt, il y a les véhicules outils. Celui qui est le plus présent, c'est le John Deere TE4X2. Je suppose que c'est un 2 roues motrices. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas tout-terrain, mais au niveau du format du véhicule, ça ressemble beaucoup par exemple, au Polaris Ranger qu'on parlait tantôt. Il y a le JCB 17C-1E, qui en a 5. Bien, ça, c'est une petite excavatrice. Donc, au-delà de l'aspect c'est rendu électrique, ça fait moins d'émissions. En fait, ils sont déjà là aussi depuis un certain temps, puis ça l'adresse à un marché complètement différent, qui est par exemple de travailler dans des souterrains ou dans des endroits vraiment fermés. Il n'y a pas de problème d'émission, vu que c'est électrique, ça ne fait pas de bruit. Ça a des avantages autres qu'écologiques. Exactement, c'est ça. Ça revient qu'il y a un peu de l'écologie, mais c'est ne pas mourir sa job, c'est ça. Quand même une bonne idée. Et sinon, les véhicules à basse vitesse, qui eux autres aussi varient beaucoup d'un trimestre à l'autre. On est maintenant rendu à 70 plus 23, qui inclut les 70 Max EV, pas les 10 Max EV qu'on parlait tantôt. Tout à fait. On va maintenant switcher à notre analyse géographique, donc les régions ou les régions administratives du Québec ou les villes qui se démarquent par leur progression en termes d'immatriculation de véhicules électriques. Allons-y par les régions, Jean-François. Donc, est-ce que notre championne est toujours notre championne ou on a changé de championne? Non, toujours la même championne. On enregistre en Montérégie, hein, c'est pas pour rien. Donc, la Montérégie... Ça dépend. Êtes-vous venu en voiture électrique, les deux? Oui. Oui. Bon, il y a 2 Tesla de plus en avant de chez toi. C'est correct. Donc, la Montérégie, 3,10% des véhicules enregistrés, là, c'est une estimation, là, se branchent, là, c'est quand même... c'est un nouveau seuil qu'on a franchi. Là, à chaque fois qu'on franchit un nouveau seuil, ben là, on a passé le 3%. Là, je me rappelle, on parlait du 2% à un certain moment, puis là, c'est... Déjà 3. Ouais. C'est le 3. Puis Fred vient de Laval, là, il en parle souvent. Comprendre trop. Laval est deuxième. Mais ils n'ont pas réussi à franchir le 3%. Manquait 0.01. J'aurais dû m'en acheter 2-3 de plus pas cher usagés et les mettre dans le cours. 2,99%. Puis ils sont confortables. Là. Ils s'écartent tranquillement de l'Anaudière, là, qui est troisième à 2,9%. Oui, l'Anaudière a longtemps été... la première. Ouais. Ils vont peut-être reprendre un peu du beat avec... On s'entend qu'une grosse partie de l'Anaudière était Chevrolet. Au début, les Volt, après ça, les Bolt. Là, les Bolt, ils reprennent. Peut-être ça va les aider à repartir aussi un peu. Oui, mais ça s'est diversifié depuis. Exactement. Il fut une époque où tu avais 3-4 places pour acheter de l'auto électrique. Maintenant, tous les concessionnaires ou à peu près en vendent et toutes les marques ont, à quelques exceptions près, là, ont des véhicules électriques. Donc, c'est vraiment plus diversifié qu'avant. Donc, c'était, entre guillemets, même si ça prenait un courage à l'époque, c'était plus facile de se lancer quand tu es tout seul dans une course. C'est facile d'être le premier, on va dire ça comme ça. Puis, évidemment, ils ont fait les bons gestes et les bons moves au bon moment, donc ça les a propulsés en avant. Mais ça reste que, quand même, la région de l'Anaudière a été grandement peuplée de véhicules électriques qui venaient presque tous du même concessionnaire très populaire du coin, c'est bien certain. Mais bon, l'Anaudière pas non plus, c'est pas effondré. Là. Sa progression est bonne, là, puis elle est semblable à celle des autres régions. Là. C'est juste... Il y a pas long aussi des jeux de population là-dedans. Puis de population, de véhicules. Il y a eu un certain déplacement de la population. Il y a beaucoup de monde qui sont un peu plus sortis des centres-villes puis qui sont en train d'aller en région avec la pandémie. Donc, il y a probablement plusieurs facteurs aussi qui ont joué en plus de ça. Tout à fait. Ensuite, 4e position. On est en Estrie ensuite, 2,75%.
Puis Montréal, après, à 2,65 ça, c'est... Non, j'allais dire, ça complète les régions qui sont au-dessus de la moyenne québécoise, qui est à 2,29. On a oublié d'en parler en entrée d'émission. On est rendu à 2,29 pour le Québec au complet. Donc, Estrie, 4e, 2,75. Montréal, 5e, 2,65. Laurentide, 2,55. Ensuite de ça, en 7e place, là, on tombe à Capitale-Nationale à 2,16. Les autres régions sont en dessous du 2 En bas du 2. OK, excellent. Puis tout le monde... Tout le monde progresse, là, ça reste que il y a un peu de variabilité, mais ça va un peu au même rythme partout quand même. Ouais. Maintenant, si on est un petit peu plus granulaire, on sort des régions, puis on va plutôt dans les villes. Là, on a une nouvelle championne dans les villes qui a pris la première place. On l'avait vu venir, là. Ouais, On avait une super progression depuis quelques trimestres. Là. Amstead, là, dans l'ouest de l'île de Montréal, rendu première à 6,35 %. Rappelez-vous, je viens de dire qu'on était à 2,29 au Québec. On était à 3 % en Montérégie, mais à 6,35 % dans la ville d'Amstead. Ouais. Fait que ça commence à être une belle électrification. Puis, ça lui permet de dépasser Saint-Lambert en Montérégie, qui est maintenant deuxième à 6,15 %. Donc, ça, c'est nos deux municipalités là, en haut de 6 %. Il y a des régions pour lesquelles c'est plus difficile, on en a déjà parlé, puis il y a plein de facteurs qui peuvent l'expliquer, plus loin des grands centres, des régions où il fait plus froid, donc où les gens sont plus craintifs aussi peut-être à faire le tournant vers la voiture électrique, ou encore des gens qui, de par la région dans laquelle ils sont, ont culturellement tendance à s'acheter des beaucoup plus gros véhicules. Puis on sait que les voitures électriques, historiquement, étaient plus petites. Là, il commence à y en avoir des plus gros. On en a parlé tantôt des Jeeps, des trucs comme ça, mais il n'y a quand même pas autant de choix que dans les véhicules plus petits. Donc, les régions qui ont plus de difficultés avec l'adoption de la voiture électrique, on parle du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du nord du Québec. Là, on est en bas de 2 % là, dans ces régions-là. Est-ce que la progression est équivalente dans ces régions-là que dans les régions dans lesquelles c'est plus populaire, ou c'est une progression qui est plus petite? Je dirais que la progression, justement, on regarde le graphique des régions, on a l'impression justement que tout s'éloigne, puis finalement que les gagnants vont vraiment beaucoup plus vite et que les plus lents vont beaucoup plus lents. Mais si on fait juste changer les échelles, on se rend compte que si on vient, par exemple, en 2018, on avait un portrait similaire aussi. Donc, tout le monde accélère à une vitesse, on y accélère à une vitesse relative à où ils sont déjà en ce moment. Donc, chaque région a sa vitesse, puis il garde sa vitesse. Il augmente, mais je dirais que tout le monde augmente à peu près à la même vitesse. C'est juste qu'il y en a qui sont tellement loin en arrière qu'ils ne sont pas à veille de rattraper la tête du peloton. Mais, comme tu disais, il y a certains formats de véhicules, on parlait de pick-up et ainsi de suite. On s'en va au Lac-Saint-Jean ou peu importe, n'importe quel endroit plus ruraux. Il y en a beaucoup plus qui vont en avoir dans le centre-ville de Montréal ou dans les villes, vraiment dans les parties très, très, très densément peuplées, qu'un pick-up, tu ne sais pas où le mettre. Donc, c'est certain que l'arrivée des pick-up, là, il y a déjà le F-150 Lightning qui est là. Il y a le Silverado, je crois, qui arrive l'année prochaine. Le Cybertruck, pour ne pas le nommer, qui est censé arriver l'an prochain aussi. Est-ce qu'il va arriver au Canada? On verra. Mais du moins, il va commencer à arriver. Le Sierra qui est annoncé. Il y en a c'est quelques-uns. Puis il va probablement avoir, j'ai entendu dire que une nouvelle compagnie, Rivian. Ouais. Le Rivian qui sont censés bientôt arriver au Canada, de ce que j'ai entendu dire. Avec l'R1T. C'est ça. RS, ouais. Donc, ça, c'est tous des formats aussi. Mais d'un autre côté, Rivian, ils n'ont pas le réseau de concessionnaires. C'est un peu la même affaire pour Tesla. Ils n'ont pas le réseau de concessionnaires non plus. Donc, si on veut aller rejoindre ces régions-là un peu plus éloignées, ou s'ils ont déjà justement des concessionnaires, du monde proche qui fait confiance, « Hey, je connais Roger qui a le garage, puis il va m'arranger ça, il va me faire la job de frein pour pas cher. » Ben, c'est certain que ça l'aide quand tu as déjà tout ton écosystème sur place versus faire 4 heures de route pour aller chercher ton véhicule. Repose-nous la question l'année prochaine là, avec justement toute cette nouvelle offre qui va être arrivée. Puis là, on essaiera de regarder si ces nouveaux types de véhicules-là vont avoir changé le rythme d'adoption là, dans les régions là, du Québec. Ça serait assez intéressant. Oui, on le fera certainement. Messieurs, le temps passe vite. On a presque écoulé notre temps. Mais quand même, j'aimerais qu'on termine sur une petite perspective d'avenir à la lumière de ce qu'on voit actuellement puis de ce que vous décodez de votre expérience.
à quoi on doit s'attendre pour la fin de l'année, le dernier trimestre et la fin de l'année 2022. Donc, on peut s'attendre à quoi là, comme constat quand on va se reparler dans quelques mois? Fred? Ben, historiquement, le dernier trimestre de l'année est tout le temps plus mollo. Donc, on est présentement à 160 000 véhicules. Si on y va avec un chiffre de même, moi, je serais peut-être porté à dire, j'aimerais plus, mais peut-être 166, 167. Ça va dépendre, évidemment. On est toujours aussi à la merci de hey, Kia décide d'arriver avec un gros bateau avec 2000 EV6. Et il arriverait que 2000 EV6, il partirait tout, là. Ouais, J'ai aucun doute. Donc, on est vraiment à la merci de l'offre. Mais si on fait un estimé, moi, je vois que 166, 167. Là. Moi, j'ai envie de dire, les Américains vont encore dominer, là, Ford, GM, puis Tesla. Puis ma déception à date, c'est dans l'année, à cause des problèmes d'approvisionnement, c'est Kia puis Volkswagen, dont on n'a même pas parlé aujourd'hui. Donc, comme Fred vient de dire, si eux autres finissent par arriver avec quelque chose, bon, on pourrait avoir un trimestre potable, puis sinon, ça risque d'être difficile. Effectivement, tu parlais de Volkswagen, leur usine pour la ID4 aux États-Unis est démarrée. Oui. Alors, on espère avoir l'impact de ça. Ils vont peut-être tous les envoyer aux États-Unis aussi au début, je ne sais pas. Mais s'il y en a qui arrivent chez nous et qu'il y en a un bon nombre, c'est un autre véhicule qui a beaucoup d'attente pour aussi. Si on se fie à ta théorie des subventions liées à la production locale, si ça commence juste en 2023, peut-être qu'on va avoir une allocation avant que ça retourne, je ne sais pas. Oui, puis c'est des vagues, hein? Comme Volkswagen, il y en a eu une badge de livraison, là, mais à partir du moment où les quotas sont atteints, puis c'est ça, Volkswagen, ils n'ont pas ce problème-là parce qu'ils n'avaient pas atteint le quota. Ils ont encore leur rabais en ce moment, Volkswagen, aux États-Unis. Les rabais changent quand même. Oui, c'est ça, je dirais, vraiment la principale différence, c'est qu'avant, la façon que les rabais sont faits, eux autres, c'était après impôt, puis ils ne pouvaient pas se le faire rembourser s'ils ne payaient pas assez d'impôts. Alors maintenant, c'est ce qu'ils appellent du cash on the hood. Fait que, donc, c'est censé vraiment être 7500 pour tout le monde. Fait que en théorie, c'est effectivement un peu plus intéressant l'année prochaine. Ouais. Donc, on va suivre les progressions des progressions. Puis si on était zélé, on suivrait les arrivées de bateaux, là, mais... parce que ça change tout. On est à veille de le faire, je te jure. De toute façon, en quantité qui rentre, je pense qu'on pourrait le faire sans trop de problèmes. Et écoute, on a eu c'est venu par vague. Il y a eu, au courant de l'été, au début de l'été, il y avait une tonne de véhicules électriques qui étaient livrés, mais qui étaient pris au port, qui étaient dans des enclos, puis qui attendaient d'être... dédouanés ou en tout cas prêts à être amenés chez les concessionnaires. Des fois, pendant des mois de temps, les véhicules, puis ça s'accumulait. Il y a eu une grève aussi. Puis ça s'est tout accumulé. Puis là, tu avais des véhicules qui étaient prêts, mais qui étaient comme 200 véhicules en arrière. Puis il fallait que tu attendes de vider le devant pour être capable de sortir de l'arrière. Il y a des gens qui se rendaient au port puis qui qui prenaient des photos des véhicules. On a eu cette vague-là. Il y a eu plein d'événements qui sont arrivés. Comme j'ai dit tantôt, s'il y a des vagues de livraison, c'est-à-dire qu'il y a certains manufacturiers qui ont des quotas, puis les véhicules sont comme livrés, comme on dirait, tous dans le même 3-4 mois, puis les listes d'attente sont tellement grandes que les véhicules partent tout de suite. Fait que là, tu es pendant 3-4 mois, là, plein de monde qui ont ce modèle d'auto-là, qui prennent possession de leur voiture. Puis après ça, c'est le cas avec Volkswagen actuellement et d'autres. Tu n'entends plus parler de livraison. Puis même ça, c'est pas nouveau. Je me rappelle, il y a certains modèles par le passé, on voyait les 2-3 premiers trimestres de l'année. Il y avait des ventes, même surtout les 2 premiers, 3e mollo, 4e n'avait pas, et ça pouvait se répéter 2-3 années de suite. Comme ça dans le passé, avant même la pandémie. C'est des mouvements naturels, entre guillemets. C'est pas lié, c'est plus lié à la pandémie, du moins, je pense pas. Messieurs, je vous remercie beaucoup pour notre entretien d'aujourd'hui. J'espère que ça a été éclairant pour les auditeurs qui nous écoutent, que ce soit nos auditeurs réguliers à Silence on roule ou encore les gens des médias ou les journalistes qui aiment bien avoir cette analyse et cette rétrospective-là des immatriculations. Donc, je vous rappelle que tout le travail fait par Jean-François et Frédéric se retrouve sous forme d'un article qui est publié à tous les 3 mois sur le site de l'Association des véhicules électriques du Québec. Donc, sur la page principale de l'AVEQ, là, il y a un onglet qui permet d'accéder aux statistiques et tout est là. Généralement, il y a même un petit icône en haut à droite là, dans les actualités aussi où on peut accéder directement. Il y a un beau fichier infographique là, avec des dessins, des illustrations, puis des tableaux qui, rappelons-le, sont interactifs. Donc, vous pouvez consulter et vous pouvez
jouer avec les tableaux dans le sens où vous pouvez ajouter, enlever des régions ou des modèles de véhicules, faire tracer les courbes qui représentent l'information que vous cherchez à aller chercher. Donc, si vous voulez savoir dans votre région comment il s'est vendu de véhicules, vous pouvez isoler juste votre région ou même certaines villes. Là, c'est vraiment très bien fait. Donc, on vous incite à y aller, à les consulter. Et puis, messieurs, merci beaucoup pour cette entrevue aujourd'hui. Puis, on se reparle. Toi, Frédéric, on va se revoir pour notre spécial de fin d'année. Tu vas être présent à la rétrospective des 10 événements marquants de 2022. Donc, ça va être diffusé, si je ne m'abuse, le 16 décembre. On va l'enregistrer un peu avant, nous autres, là, mais ça va être le 16 décembre que ça va être diffusé. On fait pas ça live? Non, on ne fera pas ça live. On fera pas ça live. Tu vas voir, il y a plein de raisons pourquoi on ne fera pas ça live. Mais sinon, on se reparle dans 3 mois à peu près, où on fera la rétrospective du dernier trimestre, puis par ricochet, la rétrospective de l'année. Donc là, on pourra regarder pour l'ensemble de l'année 2022 comment les marchés se sont comportés au niveau des immatriculations, tout le moins ici au Québec. Messieurs, merci beaucoup. Et puis, on se reparle dans 3 mois. Merci. Merci. Épisode hors série.